Mon petit frère m'a regardé, puis a pointé du doigt en direction des poubelles, ta place est là-bas. À sa fête de fiançailles. Mes parents ont ri d'un air moqueur, c'est l'endroit que le bulldog errant aime le plus. Je suis resté silencieux, je me suis levé, et je suis sorti sans dire un mot. Mais seulement 20 minutes plus tard. Mon frère a crié, la voix tremblante. Je m'appelle Nora Blake. J'ai 35 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que si j'étais assez silencieuse, assez serviable et assez discrète, ma famille finirait par me voir. Cette croyance a pris fin ce soir, au milieu de la fête de fiançailles de mon jeune frère, quand il m'a regardé droit dans les yeux et a montré une chaise pliante placée à côté des poubelles débordantes. Ta place est là-bas, a-t-il dit. Et mes parents, debout à côté de lui, ont ri. Mon père a ajouté avec un sourire narquois, c'est l'endroit que le bulldog errant aime le plus. Peut-être qu'il te tiendra compagnie. Le bruit de la fête, le tintement des verres, la musique entraînante, le brouhaha des 50 invités ont semblé s'estomper à ce moment-là, ne laissant que le son de leur rire moqueur résonnant dans mes oreilles. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis juste levé, j'ai lissé ma robe simple et je suis parti. Mais s'ils pensaient que c'était la fin de l'histoire, ils avaient vraiment, vraiment tort. C'est là que tout a commencé. Et si vous avez déjà été poussé à la limite littérale par votre propre sang, vous comprendrez pourquoi ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Laissez-moi vous brosser le tableau. La fête avait lieu dans le jardin rénové de mes parents, un espace qui semblait sortir d'un magazine. Des lumières scintillantes, un barman engagé, des arrangements floraux qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel. Mon frère Léo, 28 ans, et prince incontesté de notre famille, fêtait ses fiançailles avec Chloé. Chloé venait de ce que ma mère appelait une « bonne famille ». Sa famille possédait plusieurs concessions automobiles, et elle avait le vernis de quelqu'un qui n'avait jamais eu à s'inquiéter de rien. J'aime mon frère. Vraiment. Mais l'aimer et être vu par lui étaient deux choses complètement différentes. En grandissant, j'étais l'enfant d'entraînement, celui sur qui il se faisait la main. Au moment où Léo est arrivé, ils avaient perfectionné la parentalité, ce qui signifiait que toute leur attention, toute leur fierté, toutes leurs ressources allaient dans une seule direction. La sienne. Je travaillais comme graphiste, principalement en freelance. C'était instable, mais c'était à moi. Léo était directeur de marque pour une entreprise de vêtements de sport à la mode, un poste que mon père lui avait pratiquement offert par l'intermédiaire d'un copain de golf. Je vivais dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Il vivait dans un loft en centre-ville pour lequel nos parents s'étaient portés garants. Ce schéma était le battement de cœur de notre famille. Léo avait besoin. Léo recevait. Nora se débrouillait. Nora allait bien. Je suis arrivé ce soir en espérant bêtement que peut-être cette fois serait différente. C'était une fête de famille après tout. J'avais même apporté un cadeau, une carte illustrée personnalisée de la ville où lui et Chloé avaient eu leur premier rendez-vous, encadré. J'y avais passé des semaines. Quand je suis arrivé, la fête battait son plein. J'ai d'abord vu ma mère, resplendissante dans une robe de soie bleu marine, tenant salon près de la cheminée. Elle m'a fait un bref signe de la main aérien, le genre que l'on fait à un voisin que l'on connaît à peine, avant de se retourner vers son cercle. Mon père était près du bar, racontant déjà une histoire à voix haute, son bras autour de Léo. Je me suis dirigé vers eux, cadeau à la main. Et, félicitations, ai-je dit, offrant le cadre emballé à Léo. Il l'a pris sans me regarder, le passant à Chloé à côté de lui. Merci, Nora. Pose-le sur la table avec les autres, tu veux ? Chloé m'a fait un sourire pincé et superficiel. Elle n'avait jamais été ouvertement cruelle, juste absente. Je faisais partie des meubles avec lesquels Léo venait, quelque chose d'un peu démodé et banal. Bien sûr, ai-je dit, ma voix petite. J'ai posé le cadeau sur une table déjà croulant sous les boîtes d'apparence coûteuses. Je suis resté là une seconde, ne sachant pas où aller. Il n'y avait pas de carton de placement, mais dans les familles comme la mienne, il n'y en a pas besoin. Tout le monde connaît le plan de table par cœur. Le cercle restreint, parents, Léo, Chloé, sa famille, les amis importants, étaient à une longue table magnifiquement décorée sous un auvent. Les orbites extérieures étaient à des tables rondes plus petites. Et puis, tout au bord de la zone éclairée, après la dernière guirlande de lumière, là où la pelouse descendait vers le portail arrière et les poubelles, il y avait une seule et solitaire chaise pliante. Je n'y ai pas pensé au début. Peut-être que c'était pour un serveur,
ou juste une place supplémentaire dont personne n'avait besoin. J'ai trouvé une place vide à l'une des tables rondes près de cousins que je voyais rarement. Je venais de m'asseoir quand la voix de ma mère a percé la musique. « Nora, ma chérie, tu n'es pas au bon endroit. » Toute conversation à ma table a cessé. J'ai levé les yeux pour la voir marcher vers moi, Léo et mon père la suivant comme une procession royale. « Nous avons arrangé ta place », a-t-elle dit, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Léo s'est avancé, un verre de champagne à la main. Il n'avait pas l'air en colère ou méchant. Il avait l'air pratique, comme s'il résolvait un problème logistique mineur. Il a montré du doigt l'autre côté du jardin, au-delà de tous les autres invités, au-delà de la lumière, cette chaise solitaire à côté des grandes poubelles noires. On pouvait voir qu'un sac s'était déchiré, des emballages s'en échappant près de là. « Ta place est là-bas », a-t-il dit, son ton complètement normal, comme s'il avait dit « les toilettes sont au fond du couloir ». J'ai cligné des yeux. Un rire confus m'a échappé, près des poubelles. Mon père a gloussé en tapotant l'épaule de Léo. « Ne sois pas si sensible, Nora. On est à l'étroit sous l'auvent. » Et honnêtement, il s'est penché, sa voix assez forte pour que mes cousins l'entendent, c'est l'endroit que le bulldog errant aime le plus. Il rôde dans le coin. Peut-être qu'il te tiendra compagnie. Lui et Léo ont partagé un sourire. Les cousins à ma table ont baissé les yeux sur leurs assiettes, embarrassés pour moi. Mon visage a brûlé. Ce n'était pas une blague. C'était une déclaration. Dans la géographie de cette fête, de cette famille, ma place était avec les ordures. Le message était aussi clair que le ciel nocturne au-dessus de nous. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas avec un fracas, mais avec un claquement final et silencieux. Toutes ces années à me faire plus petite, à accepter les miettes de leur attention, à me dire « ils ne le pensent pas comme ça », tout s'est cristallisé à ce moment-là. J'ai regardé Léo, mon petit frère, que j'avais aidé avec ses devoirs, que j'avais réconforté après ses cauchemars. J'ai regardé mes parents, qui souriaient toujours, attendant que je fasse une scène qu'ils pourraient condamner ou que je me traîne docilement à ma place désignée. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Un calme étrange et froid s'est installé en moi. Je me suis levé lentement, j'ai repoussé ma chaise, et sans un seul mot, j'ai tourné les talons et j'ai marché, non pas vers les poubelles, mais vers le portail latéral, celui qui menait à l'allée. J'ai entendu ma mère appeler mon nom. Un son sec et surpris. J'ai entendu Léo dire « Oh, allez. Ne sois pas dramatique. » Je n'ai pas regardé en arrière. Mes talons ont cliqué sur les dalles du patio, puis sont devenus silencieux sur l'herbe. J'ai ouvert le portail, je suis passé et je l'ai refermé doucement derrière moi. Le bruit de la fête a disparu, remplacé par le calme de la nuit de banlieue. Je suis monté dans ma voiture, mes mains stables, mes yeux secs. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté assise là, dans le noir, sentant le poids de cette chaise vide, de ce doigt pointé, de ce rire moqueur se lever enfin de mes épaules pour de bon. J'ai démarré le moteur et je suis parti, non pas avec rage, mais avec une résolution si solide qu'elle ressemblait à de la pierre dans mon ventre. Il pensait que je partais en défaite. Il n'avait aucune idée que je partais pour devenir quelqu'un qu'il ne pourrait plus jamais ignorer. En m'éloignant de la maison de mes parents, le seul son était le ronronnement du moteur de ma voiture. Pas de radio, pas de larmes, juste ce bruit calme et régulier et le souffle de l'air frais de la nuit par ma fenêtre ouverte. Je n'avais pas de destination. J'ai juste conduit, regardant les rues familières défiler. Ce qui est drôle avec un point de rupture, c'est que ça ne ressemble pas toujours à une rupture. On a l'impression de se réveiller. Le brouillard de l'espoir, de l'effort, de l'excuse se lève et on voit tout avec une clarté douloureuse et brillante. Pendant 35 ans, j'avais été le personnage secondaire de l'histoire de ma propre famille. La personne fiable, celle qui n'avait pas besoin qu'on s'agite pour elle, celle que l'on pouvait placer près des poubelles parce qu'elle ne se plaindrait pas. Mais dans le silence de cette voiture, j'ai cessé d'être ce qu'il me disait d'être. J'ai commencé à me souvenir de qui j'étais réellement. J'étais celle qui avait appris seule les logiciels de design en regardant des tutoriels en ligne sur un ordinateur portable d'occasion pendant que Léo recevait du matériel neuf pour sa phase de photographe qui a duré 3 semaines. J'étais celle qui avait discrètement payé la facture d'électricité cet hiver-là où la commission de mon père était basse. De l'argent que j'avais économisé sur des petits boulots en freelance, de l'argent jamais mentionné ni remboursé. J'étais celle qui avait organisé la fête d'anniversaire surprise de ma mère l'année dernière, en coordination avec des parents qu'elle aimait vraiment, sachant que le crédit irait aux enfants.
J'avais construit une carrière, une vie à partir de bribes de détermination pendant qu'il donnait à Léo un plan pour la sienne. Et ma récompense était une chaise pliante à côté des ordures. La colère n'est pas encore venue. D'abord, il y a eu l'inventaire, un décompte froid et factuel de chaque affront, de chaque rejet, de chaque fois où mes réalisations ont été accueillies par un « c'est bien, ma chérie », avant que la conversation ne bascule sur le dernier petit triomphe de Léo, la bourse que j'ai gagnée pour un programme d'art d'été qui a été rejeté comme n'étant pas une vraie école, le client que j'ai décroché qui est devenu un compte majeur pour une marque nationale, que mes parents ont appelé un mignon petit travail en freelance. Pendant ce temps, Léo obtenant une promotion simplement pour s'être présenté au travail qu'il lui avait trouvé était une raison pour un dîner au steak. J'ai tout vu, non pas comme des blessures distinctes, mais comme un schéma, un dessin méticuleusement conçu sur des décennies, et j'avais approuvé chaque épreuve. Je me suis retrouvé garé au bord du lac, au nord de la ville. L'eau était sombre, reflétant les lumières lointaines de la ville comme du verre brisé. Je suis sorti et je me suis appuyé contre ma voiture, respirant l'air humide. C'était ma ville. J'ai construit une vie ici, une vie calme et tenace de ma propre fabrication. J'avais des amis qui m'appréciaient. J'avais des clients qui respectaient mon travail. J'avais une force qu'ils n'ont jamais vue parce qu'ils étaient trop occupés à regarder au-delà de moi. Mon téléphone, silencieux dans mon sac à main, a commencé à vibrer sans relâche. Je l'ai sorti. L'écran s'est illuminé de notifications. Appel manqué de ma mère, de mon père, de Léo. Une série de textos. Maman, Nora, tu nous mets dans l'embarras. Reviens. C'était une blague. Papa, c'est puéril. Ne gâche pas la soirée de ton frère. Léo, sérieusement, partir comme ça? Tu ramènes toujours tout à toi. Le dernier m'a piqué, mais pas de la même manière qu'avant. Ça ne m'a pas fait douter de moi. Ça a tout confirmé. J'étais le problème pour avoir eu une réaction, pas eux pour leur action. Je n'ai pas tapé une longue défense. Je n'ai pas essayé d'expliquer mes sentiments. J'ai simplement tapé un message dans notre discussion de groupe familial. Une discussion à laquelle j'étais toujours la dernière à répondre. Moi, je ne reviendrai pas profiter du reste de la fête. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai mis la discussion en sourdine. J'ai mis leurs numéros individuels en sourdine. Le silence numérique m'a semblé aussi profond que le calme au bord du lac. Ils étaient maintenant de l'autre côté d'un mur. Que j'avais enfin décidé de construire. Je suis remonté dans la voiture, mais je ne suis pas rentré chez moi. La maison, c'était mon appartement rempli du fantôme de cette fille apologétique. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à mon studio. C'était un espace de travail partagé en centre-ville, une pièce que je louais avec 2 autres freelances. C'était en désordre, rempli de croquis, de projets à moitié terminés et du bon café que je m'achetais. C'était mon royaume. C'est là que j'étais puissante. J'ai déverrouillé la porte et j'ai allumé les lumières. Mon grand écran d'ordinateur me regardait. Une toile vierge. Pendant des années, mon travail de design avait été pratique. Logo de client, maquette de site web, support marketing. Ça payait les factures. Mais j'avais un projet parallèle, une passion secrète que je bricolais depuis des années. Un court-métrage d'animation. Une histoire sur une ombre qui apprend qu'elle n'a pas besoin de l'objet qui la projette pour exister. C'était kitsch, profondément personnel, et je ne l'avais jamais montré à personne. C'était mon monde privé où j'étais la seule créatrice et critique. J'ai ouvert les fichiers. Des heures de travail, des centaines d'images, un storyboard qui traçait un voyage de l'obscurité à une lumière autodéfinie. Je l'ai regardé et pour la première fois, je n'ai pas vu un hobby. J'ai vu un but. Le calme qui s'était installé dans ma poitrine s'est enflammé en une étincelle. Il voulait me reléguer dans l'ombre. Très bien, je construirai ma propre lumière. Je me suis assise, j'ai branché ma tablette graphique et je me suis mise au travail. Non pas sur des projets clients, mais sur mon film. La fête, la chaise, le rire. Tout s'est canalisé dans mes mains, dans les lignes et les couleurs qui fleurissaient sur l'écran. Je ne dessinais plus pour l'approbation. Je créais pour la survie, pour la déclaration. Alors que les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel de gris à l'extérieur de la fenêtre, j'ai pris une décision. Je finirai ce film et je l'inscrirai au festival annuel des créateurs indépendants de la ville.
La date limite d'inscription était dans 4 semaines. C'était un pari audacieux, un concours rempli d'artistes talentueux. Mais pour la première fois, je me fichais des probabilités. Je me souciais de finir ce que j'avais commencé. Pour moi. La porte du studio s'est ouverte. Ma colocataire de studio, Maya, une développeuse web, est entrée en bâillant. « Nora, qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Ou si tard ?» Elle a regardé mes vêtements, la concentration intense sur mon visage. « Tout va bien ?» J'ai fait pivoter ma chaise pour lui faire face. Ma famille a mis ma place à côté des poubelles à la fête de fiançailles de mon frère hier soir. Les yeux de Maya se sont écarquillés d'horreur. « Tu plaisantes. Que as-tu fait? » Je suis parti, ai-je dit, et un vrai sourire, fatigué mais sincère, a touché mes lèvres. Et maintenant, je travaille sur mon film. Je vais le soumettre au festival. Un grand sourire s'est étalé sur le visage de Maya. Elle m'avait entendu parler de ce projet, un jour, pendant des années. Putain oui, tu vas le faire. Je peux voir? J'ai tourné l'écran. Elle a regardé la version brute de 2 minutes. J'avais l'ombre se libérant de son objet et formant sa propre forme belle et étrange. Quand ça s'est terminé, elle est restée silencieuse un moment. Nora, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas bon. C'est incroyable. C'est la chose la plus sous toi que j'ai jamais vue. Ces mots ont été une bombe dont je ne savais pas que j'avais besoin. C'était le contraire du rire de ma famille, une reconnaissance, une vision. C'était tout le carburant dont j'avais besoin. Les 4 semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'énergie intense et concentrée. Je suis devenue une femme possédée. J'ai vécu de café, de plats à emporter et du feu silencieux qui s'était allumé dans ma poitrine la nuit de la fête. Pendant la journée, j'accomplissais mon travail de cliente avec une nouvelle efficacité détachée. Les designs étaient nets, à temps et meilleurs que jamais car je ne cherchais plus une tape cachée dans le dos. Je faisais juste le travail, percevais le paiement et consacrais chaque minute et chaque dollar libre au film. La nuit, et chaque week-end, j'étais au studio. L'animation, que j'avais appelée « lumen », du latin pour « lumière », me consumait. Ce n'était plus un hobby secret. C'était ma déclaration d'indépendance, ma réfutation à une chaise pliante. J'ai gardé ma famille en sourdine. Les notifications se sont accumulées, passant de textos agacés à des messages vocaux inquiets, pour finalement quelques messages au son authentique, « Est-ce que ça va ?» Je n'ai pas engagé la conversation. J'avais besoin du silence. J'avais besoin de la distance pour entendre mes propres pensées sans leurs parasites. Maya et quelques amis proches sont devenus mon sanctuaire. Ils m'ont apporté de la nourriture, m'ont donné leur avis sur des scènes et ont célébré de petites étapes avec moi. C'était un nouveau genre de famille, une famille fondée sur le choix et le respect mutuel, et elle me semblait plus solide que tout ce qui était lié par le sang. Mais travailler dans cette bulle de concentration ne signifiait pas que le passé était effacé. Pour animer le parcours de mon ombre, je devais comprendre son point de départ. Cela signifiait creuser dans le mien. Et c'est là que j'ai commencé à voir l'infrastructure du dysfonctionnement de notre famille, la fondation invisible sur laquelle tout était construit. Il ne s'agissait pas seulement de favoritisme. Il s'agissait de système. Il s'agissait d'argent. Un après-midi pluvieux, en faisant une pause dans les images clés, je me suis retrouvé à trier une vieille boîte de documents que je gardais au studio. Des déclarations d'impôts, des contrats, quelques objets sentimentaux. Mes yeux se sont posés sur un dossier intitulé « Affaires de la maison ». À l'intérieur se trouvaient les papiers de l'époque où j'étais retourné vivre chez mes parents pendant 6 mois après l'université, une période que j'essayais d'oublier. J'avais payé un loyer à mes parents, une somme symbolique sur laquelle ils avaient insisté pour m'apprendre la responsabilité. En feuilletant les vieux talons de chèques, j'ai remarqué quelque chose. Les chèques étaient à l'ordre de ma mère, mais les lignes de mémo, de ma propre écriture soignée, indiquaient « loyer août » ou « service public octobre, standard ». Puis mon regard s'est attardé sur le numéro de compte imprimé en bas d'un chèque. Ce n'était pas le compte chèque commun habituel de mes parents, celui que je connaissais pour leur avoir donné de l'argent pour des cadeaux pour des parents. Les 4 derniers chiffres étaient différents. Une curiosité froide a parcouru ma colonne vertébrale. Pourquoi m'aurait-il fait payer le loyer sur un compte séparé? J'ai repoussé la pensée, blâmant mon cerveau fatigué et surmené pour sa paranoïa. Mais la graine était plantée. Plus tard cette semaine-là, en finalisant la conception sonore de l'humaine,
je me suis souvenu d'autre chose. Des années auparavant, après le décès de mon grand-père, il y avait eu une petite discussion tendue sur l'héritage. J'avais 22 ans, en deuil, et j'avais surtout fait la sourde oreille. Mon grand-père n'était pas riche, mais il possédait sa maison. Je me suis souvenu de mon père disant, « Papa voulait s'assurer que les enfants soient pris en charge. » À l'époque, j'ai supposé que « les enfants » signifiait moi et Léo. Je n'ai jamais vu un centime, et honnêtement, je ne m'y attendais pas. J'ai pensé que l'argent avait aidé à payer les factures médicales de mon grand-père ou quelque chose comme ça. Léo, cependant, avait fait un voyage en Europe cet été-là, un cadeau de fin d'études de mes parents. Assise dans le studio, le bourdonnement de mon ordinateur étant le seul son, les deux souvenirs déconnectés, le numéro de compte étrange et la discussion sur l'héritage oublié, se sont assemblés comme des pièces de puzzle que je ne savais pas que je tenais. Une suspicion profonde et troublante a commencé à se former. C'était flou, hors de focus, mais c'était là. Y avait-il eu de l'argent qui m'était destiné? Mon loyer allait-il quelque part de spécifique? L'idée me semblait trop dramatique, trop proche d'un scénario de film. Ma famille était dédaigneuse et blessante. Mais était-il stratégique? J'ai décidé de faire quelques recherches. Pas une confrontation. Pas encore. Juste regarder. J'ai commencé par les archives publiques, quelque chose que mon travail de design m'avait appris à naviguer pour les droits d'auteur des images. J'ai regardé l'ancienne maison de mon grand-père. Les registres de vente étaient là. Elle s'était vendue 1 an après sa mort pour une somme modeste mais décente. Mon père était répertorié comme l'exécuteur testamentaire. Où est passé cet argent? Puis, avec hésitation, j'ai cherché les noms de mes parents dans les registres du comté relatifs aux fiducies. Mon cœur battait la chamade. Cela ressemblait à une violation, mais le doigt pointé vers les poubelles a flashé dans mon esprit, durcissant ma résolution. Je n'ai pas trouvé de fiducie à mon nom, mais j'en ai trouvé une établie à peu près au moment du décès de mon grand-père avec le nom, fiducie irrévocable Léonard P. Blake. Léonard. Léo. La pièce a semblé basculer. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, fixant l'écran. Une fiducie irrévocable pour Léo. Financée par quoi? Par qui? Les pièces s'assemblaient en une image que je ne voulais pas voir. La maison de mon grand-père, mes chèques de loyer sur un compte séparé. La vie facile et financée de mon frère. Ma place désignée près des ordures. Ce n'était pas seulement de la négligence émotionnelle. C'était de l'ingénierie financière. Ils ne lui avaient pas seulement donné leur attention. Ils lui avaient construit une rampe de lancement financière avec des ressources qui auraient dû, être partagées. Mon travail en freelance, mon budget prudent, mon anxiété à propos de la retraite, tout cela a pris un nouveau contexte amer. J'avais vécu sur le sol dur pendant qu'il lui avait secrètement pavé un chemin doré juste à côté de moi. La colère est arrivée alors, pas une rage chaude et hurlante, mais une chose froide, dense et lourde qui s'est installée dans mon estomac comme une pierre. Elle était propre et tranchante. C'était la colère de réaliser qu'on a été pris pour un imbécile, non seulement avec des sentiments, mais avec des faits et des chiffres. Ils n'avaient pas seulement caché leur amour, ils avaient caché des actifs. J'ai fermé les fenêtres du navigateur. L'animation de mon ombre, maintenant brillante de sa propre lumière interne, jouait sur mon moniteur principal. Le contraste était saisissant. Dans mon art, je créais une histoire de pouvoir autogénérée. Dans ma réalité, je découvrais une histoire de pouvoir systématiquement détournée de moi. Je ne savais pas quoi faire de cette information. Une partie de moi voulait prendre d'assaut la maison de mes parents, claquer les impressions sur leur table à manger coûteuse et crier jusqu'à ce que ma voix s'éteigne. Mais la femme qui aurait fait ça était la femme qui aurait pleuré à la fête. Cette femme était partie. La nouvelle Nora, celle alimentée par une résolution silencieuse et brûlante, savait que l'émotion brute ne gagnerait pas cette bataille. L'épreuve le ferait. Le succès le ferait. Finir l'humaine et le soumettre au festival n'était plus seulement une question d'expression personnelle. C'était la première étape pour construire ma propre plateforme indéniable, ma propre légitimité. Je devais être quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas expliquer ou dénigrer. Je devais être quelqu'un avec une voix que les gens écouteraient. L'inscription au festival était mon coup de pistolet de départ. Le mystère de la fiducie était une course que je ne savais pas encore comment courir. Mais pour la première fois, j'ai vu la piste et je savais que je n'étais plus sur la touche.
La date limite pour la soumission au Festival des créateurs indépendants tombait un mardi. J'étais resté éveillé pendant près de 48 heures d'affilée, peaufinant les étalonnages de couleurs, synchronisant la partition musicale finale, une pièce composée par un ami de l'université, et rendant le fichier vidéo haute définition. Mes yeux étaient granuleux, mon dos me faisait mal, mais un courant d'adrénaline pure me maintenait debout. L'humaine était terminée, 4 minutes et 22 secondes de mon cœur, de ma colère, de mon espoir versé dans un poème visuel sur une ombre devenant sa propre source de lumière. Maya était assise en tailleur par terre à côté de mon bureau, regardant la barre de progression de l'exportation finale ramper sur l'écran. C'est à 98%, a-t-elle annoncé comme si je ne la regardais pas moi-même, respirant à peine. Tu sais, même si ça ne gagne rien, tu as déjà gagné. Ça existe grâce à toi. Seulement à toi. J'ai hoché la tête. Mais la vérité, c'est que je voulais plus que la simple satisfaction de la création. Je voulais la plateforme. Le festival était un événement important sur la scène artistique de notre ville. Les gagnants recevaient des prix en espèces, bien sûr, mais plus important encore, ils attiraient l'attention des galeries, des médias et des sponsors potentiels. Ils obtenaient un micro. Après l'humiliation silencieuse de la fête et la froide découverte de la fiducie de Léo, j'avais envie de ce micro. Non pas pour crier les secrets de ma famille sur les toits, mais pour enfin avoir une voix plus forte que le rejet. La barre de progression a atteint 100%. Un doux carillon a indiqué que le fichier était prêt. Ma main a plané au-dessus de la souris. C'était le moment. Envoyer ce fichier me semblait plus vulnérable que de quitter la fête. C'était un acte de retrait. Ceci était un acte d'exposition. Je mettais la partie la plus intime de moi-même dans une arène publique pour être jugé. Fais-le, a dit doucement Maya. J'ai cliqué sur « Soumettre ». La page de confirmation s'est chargée. Soumission reçue. Merci, Nora Blake. Une vague d'épuisement, immédiate et totale, m'a submergé. L'adrénaline a disparu, me laissant tremblante. Je l'avais fait. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Nous devons fêter ça, a déclaré Maya en se levant. De la vraie nourriture, pas de la pizza livrée. C'est ma tournée. Nous sommes allés dans un petit bistrot bruyant au coin de la rue. Devant des bols de pâtes, la réalité de ce que j'avais fait a commencé à s'installer. Les jurés du festival examineraient les soumissions au cours des 2 prochaines semaines. Les finalistes seraient annoncés en ligne. Le jeu de l'attente était sa propre forme de torture. Mon téléphone, que j'avais réactivé à contre-cœur après la soumission, a vibré sur la table. C'était à nouveau ma mère. Au cours des dernières semaines, les messages étaient passés d'accusateur à confus, puis à vaguement conciliant. Celui-ci disait « Nora, tu nous manques. Pouvons-nous parler ? Ton père et moi sommes inquiets. » Léo se sent très mal. J'ai montré le texto à Maya. Léo se sent très mal, ai-je lu à voix haute, ma voix plate. Je parie qu'il se sent mal. Probablement mal que sa sœur dramatique ait gâché l'ambiance de sa fête parfaite. Qu'est-ce que tu vas faire ? A demandé Maya en enroulant des spaghettis autour de sa fourchette. Rien, ai-je dit en posant le téléphone face contre table. Pas encore. Parler maintenant, alors que je suis fatigué et à vif et qu'ils sont juste inquiets, serait une erreur. Je vais soit exploser, soit céder. Je dois d'abord être solide. Je devais savoir si l'humaine avait été sélectionnée. Cette connaissance serait mon armure. Les 2 semaines qui ont suivi ont été un exercice de retenue. Je me suis jeté dans le travail des clients, j'ai accepté un nouveau projet de conception de pochette d'album pour un groupe local, et j'ai essayé de ne pas actualiser le site web du festival toutes les 10 minutes. Je n'ai pas retourné les appels de ma famille. J'ai écouté les messages vocaux, cependant. Le ton de ma mère devenait de plus en plus tendu, empreint d'une frustration qu'elle ne pouvait cacher. Nous ne comprenons pas pourquoi tu nous ignores pour un malentendu stupide. Les messages de mon père étaient plus courts, plus bourrus. Appelle ta mère. Léo en a laissé un, juste un, qui semblait vraiment déconcerté. Nora, allez. C'était une blague. Tu es bizarre. Viens juste dîner. Leur confusion était presque aussi éclairante que leur cruauté. Ils ne pouvaient vraiment pas relier la cause, l'humiliation publique, à l'effet, mon retrait complet. Dans leur monde, je surréagissais à un incident mineur. Cela prouvait que la chaise près des poubelles n'était pas une anomalie.
C'était la conclusion logique d'une vie à me voir comme inférieure. Ma réaction était la seule partie qui ne correspondait pas à leur scénario. Le matin de l'annonce des finalistes, j'étais une boule de nerfs. J'ai fait du café et j'en ai renversé la moitié. J'ai ouvert mon ordinateur portable avec des mains moites. La page d'accueil du festival affichait une bannière. Les finalistes du Festival des créateurs indépendants 2024 annoncés aujourd'hui à 10h HNE. Il était 9h58. Maya m'a appelé en vidéo. Je rafraîchis avec toi en esprit, a-t-elle dit, son visage pixelisé d'anticipation. J'ai la nausée, ai-je avoué. C'est comme ça qu'on sait que c'est important. 10h j'ai actualisé la page. Rien. 10h une actualisation. La bannière a changé. Finaliste, en gras est apparu avec un lien en dessous. Mes doigts ont tremblé en cliquant. La page s'est chargée, répertoriant les catégories, court-métrage, art numérique, médias interactifs, sculpture. J'ai descendu jusqu'à court-métrage. Il y avait 5 finalistes répertoriés. J'ai lu le premier titre. Pas le mien. Le deuxième. Pas le mien. Le troisième. L'Humaine, par Nora Blake. Un son m'a échappé. Un hoquet aigu mêlé à un sanglot. J'ai mis ma main sur ma bouche. Nora. Nora. Maya criait au téléphone. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. J'ai été sélectionné, ai-je étouffé. Je suis finaliste. Le cri de joie de Maya était si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Elle dansait dans son petit carré vidéo. Je suis juste resté assise là, fixant mon nom, Nora Blake. Il était là, en caractères officiels, associé à quelque chose de beau que j'avais créé. C'était réel. C'était une validation qui existait en dehors de l'écosystème tordu de ma famille. C'était la preuve que je n'étais pas seulement la fille près des poubelles. J'étais une artiste avec quelque chose à dire. L'euphorie était incroyable, mais elle a été rapidement suivie d'une montée de stratégie féroce et protectrice. C'était mon levier. C'était mon point d'entrée. Je savais ce que je devais faire ensuite. Il était temps de rompre mon silence, mais à mes conditions. Je devais voir ma famille. Non pas pour une réconciliation, mais pour une reconnaissance. Je devais les regarder dans les yeux en sachant ce que je savais maintenant sur moi-même et sur la fiducie de Léo. Je devais entendre ce qu'il dirait quand la fille ignorée ne m'en dirait plus des miettes, mais se tiendrait au seuil de quelque chose qu'il ne pourrait pas ignorer. J'ai pris mon téléphone, ma main stable maintenant. J'ai tapé un message dans le groupe de discussion familiale, celui que j'avais mis en sourdine pendant des semaines. Moi, félicitations encore à Léo et Chloé. J'aimerais passer dîner ce week-end, samedi à 19h. La réponse a été presque immédiate. Une rafale de textos soulagés de mes parents, un simple « K » de Léo. Ils pensaient que je revenais pour plier. Ils pensaient que le silence était terminé et que la normalité reprenait. Ils n'avaient aucune idée que la femme qui franchirait leur porte serait une finaliste avec un secret et un cœur plein de questions froides et dures. Le jeu avait changé. Ils ne savaient tout simplement pas qu'ils jouaient maintenant sur mon terrain. Le samedi soir est arrivé avec une immobilité lourde et moite. Je me tenais devant la maison de mes parents, la même maison que j'avais fui des semaines auparavant, et j'ai pris une profonde inspiration. Je n'étais pas la même femme qui était partie. J'étais Nora Blake, finaliste du Festival des créateurs indépendants. J'étais Nora Blake, qui avait découvert le fantôme d'une fiducie. Cette connaissance reposait en moi comme une pierre de calme. Je portais un pantalon noir simple et un haut en soie vert. Une armure élégante mais discrète sous la forme d'une confiance décontractée. Dans mon sac se trouvait une carte postale imprimée du site web du festival répertoriant les finalistes. Mon nom en noir et blanc. J'ai sonné. Ma mère a ouvert. Son visage un masque d'accueil prudent qui s'est instantanément adouci avec ce qui ressemblait à un soulagement sincère. Nora, tu es là. Elle m'a attiré dans une étreinte rapide et raide qui sentait son parfum familier. L'odeur seule a déclenché un flot de vieux désirs, que j'ai fermement repoussé. Salut, maman. La maison était aussi impeccable que jamais. J'entendais les voix de mon père et de Léo depuis le salon, le faible murmure des commentaires sportifs à la télévision. Chloé était là aussi, perchée sur le bord du canapé, l'air chic sans effort. Elle m'a offert un petit sourire poli. Salut, Nora. Salut, ai-je dit.
Léo s'est levé. Il avait l'air mal à l'aise, coupable même. « Salut », a-t-il dit en fourrant ses mains dans ses poches. « Content que tu sois venu. » Mon père a coupé le son de la télévision. « Eh bien, regardez qui a décidé de rejoindre le monde des vivants », a-t-il dit. Mais son ton était plus taquin que mordant. La tempête, à leurs yeux, était passée. La fille prodigue était revenue, vraisemblablement repentante. Le dîner fut une pantomime tendue de normalité. Ma mère avait fait un rôti de bœuf, le plat préféré de Léo. La conversation tournait autour de sujets sûrs. Le temps, la partie de golf de mon père, les projets de Chloé pour le mariage. J'ai contribué juste assez pour ne pas paraître hostile, hochant la tête, posant de petites questions de suivi. Je les ai laissés diriger le navire. J'observais, étudiant la dynamique de mon nouveau point de vue détaché. Alors, Nora, a dit mon père en coupant sa viande. Tu as été occupée? Tu as beaucoup de travail de design? Il a dit ça comme on demanderait des nouvelles du stand de limonade d'un enfant. En fait, oui, ai-je dit, ma voix égale. J'ai travaillé sur un projet personnel, un court-métrage d'animation. Un temps de silence. Léo a jeté un coup d'œil à Chloé, un sourire à peine visible jouant sur ses lèvres. Ma mère a souri avec indulgence. Ça a l'air sympa, ma chérie. C'est pour un de tes clients? Non, c'est pour moi. Je l'ai soumis au Festival des créateurs indépendants. J'ai pris une gorgée d'eau. Il a été sélectionné comme finaliste. Le changement d'atmosphère dans la pièce a été immédiat et profond. C'était comme si tout l'oxygène avait été aspiré. La fourchette de mon père s'est arrêtée en plein vol. Le sourire de ma mère s'est figé, puis s'est reconfiguré en quelque chose de confus. Le festival du centre-ville? Oui, la remise des prix a lieu le week-end prochain. J'ai lentement et délibérément sorti la carte postale pliée de mon sac. Je l'ai lissée sur la table et je l'ai tournée pour qu'il puisse la voir. J'ai montré mon nom, juste là, sous « finaliste des courts-métrages ». Tiens. Léo s'est penché en avant, ses yeux parcourant la page. Son visage a subi une transformation fascinante, surprise, puis incrédulité, puis une lueur de quelque chose qui ressemblait agaçamment à de la compétitivité. Tu es finaliste. Sérieusement? Sérieusement, ai-je dit en le regardant dans les yeux. Je n'ai pas cligné des yeux. Eh bien, a tonné mon père, se reprenant le premier. Il a tendu la main et m'a tapé sur l'épaule un peu trop fort. C'est quelque chose, ça, une finaliste. Qui l'eût cru? La phrase, qui l'eût cru, est restée en suspens, un témoignage de leur ignorance volontaire. C'est tout un exploit, Nora, a dit ma mère, sa voix mince. Elle ne me regardait pas. Elle regardait Léo comme pour vérifier s'il était blessé par cette nouvelle. De quoi parle le film? Il parle du nombre qui apprend à générer sa propre lumière, ai-je dit simplement en les regardant. De trouver de la valeur sans une source externe qui la projette. Un autre silence épais. La métaphore était une grenade et je venais de tirer la goupille. Il ne savait tout simplement pas si elle était armée ou non. Léo s'est éclairci la gorge. Ça a l'air arty. C'était un rejet, mais il manquait de sa puissance habituelle. Il ne pouvait pas rejeter la carte postale d'aspect officiel sur la table. Nous devrions tous y aller, a annoncé mon père avec une jovialité forcée. En faire une affaire de famille. Soutenir Nora. C'était une offre performative, une façon de reprendre le contrôle du récit, de replier mon succès dans l'unité familiale où il pourrait s'en attribuer le mérite. C'est bon, ai-je dit doucement en reprenant la carte postale. J'ai des invités qui viennent, mais merci. Le refus était subtil, mais c'était une limite. C'était à moi. Le reste du dîner fut un cours magistral de maladresse. Ils ont essayé de revenir à des conversations légères, mais l'énergie était fracturée. Ma réussite, quelque chose qui aurait dû être un sujet de fierté, a été traitée comme une anomalie gênante. Ils ne savaient pas comment traiter une version de moi qui n'avait pas besoin de leur validation pour exister dans le monde. Je l'ai vu dans leurs yeux, la confusion, et en dessous, une faible trace de malaise. Alors que nous aidions à débarrasser les assiettes, je me suis retrouvé seul dans la cuisine avec Léo un instant. Il raclait la nourriture dans le broyeur, le dos tourné. Alors, un festival de cinéma, hein, a-t-il dit sans se retourner. Ouais. Tu n'as jamais dit que ça t'intéressait.
Tu n'as jamais demandé, ai-je répondu, faisant écho aux mots que j'avais répétés dans ma tête. C'était la vérité, simple et dévastatrice. Il s'est alors retourné, s'appuyant contre le comptoir. Il avait l'air plus jeune en quelque sorte, dépouillé de sa confiance habituelle. Écoute. À propos de la fête. Maman et papa pensaient que ce serait drôle. Le truc de la chaise. Je suppose que ça ne l'était pas, non, ai-je convenu. Ça ne l'était pas, je suis désolé. D'accord ? L'excuse a semblé le surprendre autant qu'elle m'a surprise. Elle était précipitée, défensive, mais elle était là. J'ai hoché la tête, acceptant les mots, mais pas leur poids. Merci de l'avoir dit. J'ai fait une pause, puis je me suis lancé, mon ton désinvolte, presque détaché. Tu sais, c'est drôle. Travailler sur ce film m'a beaucoup fait penser à grand-père, à sa maison. Il aimait toujours raconter des histoires. Je me demande ce qu'il penserait de mon petit film. Le visage de Léo est devenu soigneusement vide. Un volet s'est abaissé derrière ses yeux. Ouais, je ne sais pas. Il penserait probablement que c'est bizarre. Il s'est éloigné du comptoir. Je vais aller voir si Chloé a besoin d'aide. Et voilà. Le tressaillement. Le retrait soudain à la mention de grand-père et de ses biens. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. La fiducie n'était pas seulement une suspicion. C'était un secret vivant et respirant qu'il gardait. Je suis parti peu de temps après, refusant le dessert et le café. Les adieux étaient chaleureux, soulagés. Ils pensaient que la rupture se réparait. Ils avaient vu mon succès, entendu les excuses de Léo, et maintenant le navire familial pouvait se redresser. En marchant vers ma voiture, l'air humide de la nuit s'accrochant à ma peau, je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement une certitude lasse. Le dîner avait rempli son objectif. J'avais vu leur réaction. J'avais planté une graine de malaise et j'avais confirmé que le fantôme financier était réel. Maintenant, j'avais un festival à assister. Et après cela, j'avais un autre type de fouille à faire. Le genre qui nécessitait un professionnel. Les lignes de bataille n'étaient plus seulement émotionnelles. Elles étaient juridiques et financières. Et je ne faisais que commencer à apprendre à me battre. La soirée de remise des prix du Festival des créateurs indépendants était à des années-lumière du jardin de mes parents. Elle se tenait dans le musée d'art moderne de la ville, un espace immense de verre et d'acier. L'air vibrait d'énergie créative, du bourdonnement des conversations sur la technique et l'inspiration, du tintement des verres à vin. Je portais une simple robe émeraude, la seule touche de couleur dans une mer de tenues majoritairement noires. Maya était mon accompagnatrice, un pilier de soutien féroce dans un blazer élégant. Tu as l'air, a-t-elle dit en me serrant le bras, d'être à ta place ici. Et pour la première fois de ma vie, après m'être senti comme une étrangère dans ma propre famille, je le ressentais vraiment. Ici, j'étais Nora Blake, finaliste. Mon nom était dans le programme. Un extrait de « L'Humaine » passait en boucle sur des écrans dans la salle. Un extrait de 15 secondes de mon ombre brisant ses liens et se métamorphosant en un oiseau abstrait et lumineux. Voir mon travail exposé si publiquement m'a procuré un frisson qui était entièrement distinct de l'approbation de quiconque. C'était à moi. Nous avons trouvé nos places à une table ronde avec les autres finalistes de court-métrage. C'étaient des gens gentils et talentueux. Nous avons parlé de logiciels, de blocage créatif, de nos emplois de jour. Il n'y avait pas de hiérarchie, juste une passion partagée. Personne ne m'a posé de questions sur ma famille ou sur ce que je faisais vraiment. Dans cette salle, mon film était ce que je faisais vraiment. La cérémonie de remise des prix a commencé. Des animateurs du Conseil des arts locaux ont fait des remarques spirituelles. Des prix ont été décernés pour l'art numérique, la sculpture, les médias interactifs. Ma catégorie était l'avant-dernière. Alors qu'il annonçait les nominés, mon extrait a de nouveau été projeté sur le grand écran. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes si violemment que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Maya m'a serré la main sous la table. Et le prix du meilleur court-métrage est décerné à l'animatrice, une conservatrice locale bien connue, a ouvert l'enveloppe. Un sourire s'est étalé sur son visage. L'Humaine par Nora Blake. Le son qui a éclaté autour de moi était étouffé, comme si j'étais sous l'eau. Maya criait dans mon oreille, me tirant vers le haut. Un projecteur, un véritable projecteur physique, m'a trouvé dans la foule. Pendant une seconde terrifiante et exaltante, j'ai été aveuglé par lui.
C'était le contraire de l'obscurité près des poubelles. C'était une illumination si brillante qu'elle ne laissait aucune ombre pour se cacher. J'ai marché jusqu'à la scène, mes jambes stables. Les applaudissements étaient chaleureux, réels. J'ai pris le lourd prix en cristal des mains de l'animatrice. Elle m'a serré dans ses bras et m'a fait signe d'aller au micro. J'ai regardé la mer de visages impatients et encourageants. Ma famille n'était pas là. Ce moment n'était pas pour eux. C'était pour chaque version de moi à qui on avait dit de s'asseoir, de se taire, de se faire petite. Merci, ai-je commencé, ma voix claire dans le système de sonorisation. Ce film, L'Humaine, est né d'un endroit très personnel. Il s'agit de trouver sa propre lumière quand on se sent projeté dans l'ombre. Je n'ai pas élaboré. Il n'avait pas besoin des détails. Chaque artiste dans la salle comprenait la métaphore à un certain niveau. Merci au festival, aux jurés, à mes incroyables amis qui m'ont nourri et gardé saine d'esprit. Et à tous ceux qui travaillent en silence sur quelque chose qui leur semble juste pour eux, continuez. Votre voix compte. Merci. Les applaudissements m'ont submergé alors que je quittais la scène. Le reste de la soirée fut un tourbillon. Des gens que je ne connaissais pas m'ont félicité. Un représentant d'un petit studio d'animation m'a donné sa carte. Un blog d'art local m'a demandé une interview. J'étais présente. J'étais gracieuse. Mais une partie de moi observait tout cela à distance, emmagasinant le sentiment, la preuve, comme des munitions. Plus tard, alors que Maya et moi nous dirigions vers la sortie, mon téléphone a vibré. C'était un texto de ma mère. Une amie d'une amie avait été au gala et lui avait envoyé un texto. Nous avons entendu que tu as gagné. Ton père et moi sommes si fiers. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu allais gagner? J'ai fixé les mots. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu allais gagner? L'hypothèse était à couper le souffle. Ils avaient sauté par-dessus la reconnaissance de leur absence pour une plainte pétulante d'avoir été exclus d'une victoire en laquelle ils n'avaient jamais cru. L'ancienne Nora aurait ressenti une pointe de culpabilité. La nouvelle Nora n'a ressenti qu'une clarté froide. C'était leur schéma. Ils voulaient s'approprier la gloire sans endurer le labeur. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris une photo du prix en cristal posé sur le siège passager de ma voiture, les lumières de la ville scintillant à travers le pare-brise. Je l'ai posté sur mes comptes de médias sociaux professionnels, que ma famille ne suivait pas, avec la légende « reconnaissante ». L'humaine trouve sa lumière. Trophée, laissez-les en entendre parler par oui-dire. Laissez-les voir mon succès comme un fait public, pas une mise à jour familiale privée. Le lundi suivant, le monde a de nouveau basculé. L'interview avec le blog d'art a été publiée. Ils avaient utilisé une photo de moi du gala, tenant le prix, l'air confiante. L'article était élogieux, qualifiant « L'Humaine » des « explorations poignantes et techniquement magistrales de l'autoréalisation ». Il mentionnait que j'étais une graphiste freelance. Il donnait à mon travail un air légitime, important. Et puis l'email est arrivé. C'était d'un avocat, pas le mien, un que je ne connaissais pas. L'objet était « Enquête concernant la succession de Charles Blake, mon grand-père ». Mon sang s'est glacé, puis a bouilli. Je l'ai ouvert. L'email était poli, formel. Il provenait d'une femme nommée Evelyne Reed de Reed et Associés. Elle expliquait qu'elle menait un examen de routine de certains anciens dossiers de succession suite à la retraite de son associé principal. En examinant la succession de Charles Blake, elle avait relevé des divergences dans la documentation de distribution qu'elle souhaitait clarifier. Elle m'a demandé si je serais disponible pour une brève conversation. Divergence. Les mots semblaient pulser sur l'écran. Ce n'étaient pas mes recherches. C'était l'univers, où une avocate retraitée méticuleuse, qui me tendait un fil. Je venais d'entrer sous les feux de la rampe pour mon article. Maintenant, il semblait qu'une autre sorte de lumière allait être projetée sur le passé. Les deux mondes, mon succès créatif durement gagné et la trahison financière cachée, étaient sur une trajectoire de collision. J'avais le prix. J'avais la reconnaissance publique. Et maintenant, je pourrais bien avoir la clé de la vérité. J'ai répondu immédiatement, mes doigts volant sur le clavier. Chère mademoiselle Reed, merci pour votre email. Je suis disponible pour parler à votre plus proche convenance. Le combat ne portait plus seulement sur une chaise ou un film ou des sentiments blessés. Il portait sur l'héritage. Il portait sur la justice. Et pour la première fois,
j'avais la stature et maintenant peut-être les preuves pour exiger les deux. Le bureau d'Evelyn Reed se trouvait dans un immeuble tranquille en briques du centre-ville, tout en bois poli et en professionnalisme discret. Assise en face d'elle, je ressentais la même énergie calme et concentrée que lorsque je travaillais sur l'humaine. C'était un autre type de projet, un projet où la vérité était l'art que je devais découvrir. Evelyn avait la soixantaine, des yeux vifs et une attitude pragmatique. Elle avait le dossier de la succession de mon grand-père ouvert devant elle. « Merci d'être venue, mademoiselle Blake », a-t-elle commencé. « Comme je l'ai mentionné, mon prédécesseur s'est occupé de la succession de votre grand-père. En examinant le dossier lors de notre processus d'archivage, j'ai remarqué quelques irrégularités, concernant spécifiquement la disposition des produits de la vente de sa maison. J'ai gardé mes mains croisées sur mes genoux. J'étais assez jeune quand il est décédé. Je n'ai participé à aucun des détails. Compréhensible, a-t-elle dit en hochant la tête. Le testament était simple. Après des legs spécifiques à des œuvres de charité, le reste de sa succession devait être partagé à parts égales entre ses deux petits-enfants, vous-même et votre frère Léo, à détenir en fiducie jusqu'à ce que chacun de vous atteigne 25 ans. Elle a fait glisser une page photocopiée vers moi. C'était une clause du testament. J'ai vu mon nom. J'ai vu le nom de Léo. J'ai vu les mots, parts égales. La pièce a semblé basculer. C'était là, noir sur blanc. Égal. Mon grand-père nous avait vus comme des égaux. La maison s'est vendue pour 280 000 $, a poursuivi Evelyn. Après les frais et les taxes, le produit net destiné aux fiducies des petits-enfants aurait été d'environ 200 000 $. 100 000 $ chacun. 100 000 $. Le nombre est resté en suspens dans le bureau silencieux. 100 000 $ qui auraient dû être les miens à 25 ans. De l'argent qui aurait pu être un acompte pour une maison. Un capital de départ pour créer mon propre studio. Un filet de sécurité qui aurait changé le calcul de chaque risque que j'avais jamais pris. J'ai pensé au chèque de loyer sur le compte étrange. Mon anxiété financière constante. Le voyage facile de Léo en Europe, sa fiducie. Une compréhension froide et nauséabonde m'a envahi. Qu'est-il arrivé à l'argent? Ma voix était étonnamment stable. Evelyn a tapoté un autre document. Ceci est le relevé comptable déposé auprès du tribunal des successions. Il montre que la totalité des 200 000 $ a été transférée sur un seul compte en fiducie, la fiducie irrévocable Leonard P. Blake. L'air m'a manqué. Entendre le nom confirmé à voix haute dans cette pièce stérile a été comme un coup physique. Juste la fiducie de Léo, ai-je chuchoté. Oui, selon ce document, la totalité de la part des petits-enfants y a été consolidée. Il n'y a pas de document de fiducie distinct pour vous dans ce dossier, ni aucun codicile au testament autorisant une telle consolidation. Les notes de mon prédécesseur indiquent que le changement a été fait à la demande de vos parents, agissant en tant que vos tuteurs légaux à l'époque, citant un désir de simplifier la gestion et de subvenir aux besoins éducatifs plus importants de Léo. Le ton d'Evelyn était neutre, mais ses lèvres formaient une ligne fine. Elle pensait clairement que c'était aussi fragile que moi. J'avais 22 ans quand il est mort. Une adulte légale, pas une décision de tuteur, ai-je dit, la faille juridique étant évidente même pour mes yeux non experts. Précisément, a dit Evelyn. C'est l'une des divergences. Vous auriez dû être consulté. Au minimum, une fiducie distincte aurait dû être établie pour votre part. Le regroupement des fonds dans la fiducie d'un seul bénéficiaire sans votre consentement et sans un amendement clair au testament est très irrégulier, voire attaquable en justice. Attaquable en justice? Le mot a résonné en moi. Ce n'était pas seulement injuste. C'était légalement discutable. Mes parents n'avaient pas seulement favorisé Léo. Ils avaient, semble-t-il, facilité le détournement d'actifs qui m'étaient destinés. Que puis-je faire? Ai-je demandé. Evelyn a fermé le dossier. Premièrement, je suis obligé de signaler cette divergence au tribunal des successions pour examen. Cela peut entraîner des sanctions contre l'exécuteur testamentaire, votre père, et pourrait rouvrir la distribution. Deuxièmement, vous avez le droit de consulter un avocat indépendant. Un avocat civil pourrait vous conseiller sur une demande de restitution. Elle m'a tendu la carte d'un collègue spécialisé en droit fiduciaire. Il est excellent. Dites-lui que je vous ai référé. J'ai pris la carte, le stratifié froid contre mes doigts. Merci, mademoiselle Reed, d'avoir trouvé ça, de me l'avoir dit.
Elle m'a jeté un regard presque maternel dans sa pitié aiguë. Les gens pensent que le droit des successions concerne des documents secs. Ce n'est pas le cas. Il s'agit des dernières volontés de quelqu'un qui vous a aimé. Il s'agit de respect. Votre grand-père voulait subvenir à vos besoins à tous les deux. Cette intention a été ignorée. Vous avez le droit de rectifier cela. J'ai quitté son bureau en marchant sur des jambes qui semblaient à la fois faibles et incroyablement fortes. La lumière du soleil à l'extérieur était aveuglante. J'étais venu avec des soupçons et je repartais avec des faits, avec une piste papier, avec la carte d'un avocat à la main. La trahison émotionnelle avait maintenant un prix, $100 000, plus 25% d'intérêt pour les 10 ans où ils avaient été dans la fiducie de Léo. Le prix dans mon appartement était la preuve que je pouvais construire quelque chose à partir de rien. Cette information était la preuve que mon « rien » avait été artificiellement conçu. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé au studio. J'avais besoin d'être entouré de l'espace où j'avais construit ma propre valeur. Je me suis assise à mon bureau et j'ai fixé la carte de l'avocat. C'était le seuil. Confronter ma famille avec cela serait un point de non-retour. Cela ferait passer le silence et la victoire au festival pour des escarmouches mineures. C'était une déclaration de guerre sur l'argent, sur l'héritage, sur la vérité fondamentale de la façon dont il me voyait. J'ai pensé au visage de Léo au dîner quand j'ai mentionné grand-père. Le tressaillement. Il savait, peut-être pas tous les détails, mais il savait que cette fiducie contenait plus que la simple générosité de nos parents. Il avait bénéficié du silence, de mon ignorance. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé l'avocat. Pas encore. D'abord, je devais les voir une fois de plus. Je devais les regarder dans les yeux et leur donner une chance, une seule chance d'expliquer, de dire la vérité. Avant que les avocats et le tribunal des successions ne s'en mêlent. Il ne s'agissait pas de pardon. Il s'agissait d'être témoin de leur choix. Mentirait-il ou, face à ce que je savais maintenant, dirait-il enfin la vérité? J'ai tapé un message dans le groupe de discussion familiale. Ma dernière invitation. Moi, nous devons parler. Quelque chose d'important est survenu concernant la succession de grand-père. Pouvez-vous, papa et Léo, venir à mon studio demain soir? 19h. S'il vous plaît, ne venez pas avec Chloé. Les réponses ont été instantanées, empreintes d'une nouvelle tension lasse. Papa, de quoi s'agit-il? Léo. Maman, Nora, est-ce que tout va bien? Moi, 19h demain. J'expliquerai alors. J'ai posé le téléphone. Le prochain coup était le leur. J'avais les faits. J'avais le prix sur mon étagère. J'avais la fureur silencieuse de quelqu'un qui avait été volé de toutes les manières imaginables. Il m'avait donné la place près des poubelles. Demain, je leur montrerai que des ordures, on peut parfois déterrer les choses que les gens pensaient avoir enterrées pour toujours. Mon studio, habituellement un sanctuaire de chaos créatif, ressemblait à un décor de confrontation. J'avais rangé, mais l'essentiel restait, le grand moniteur, le prix bien en évidence sur une étagère, les storyboards de « l'humaine » épinglés sur un tableau de liège. C'était mon territoire. Ils seraient sur mon terrain, entourés des preuves d'une vie qu'ils avaient tenté de rendre invisible. À 19h précise, l'interphone a sonné. Mon cœur était un battement de tambour régulier et lourd dans ma poitrine. Je les ai laissés entrer. Ils ont monté les escaliers, mon père d'abord, son visage figé dans un masque sévère et perplexe. Puis ma mère, ses yeux balayant l'espace, observant mon monde avec un malaise visible. Léo est arrivé en dernier, l'air plus méfiant que quiconque. Nora, de quoi s'agit-il, a commencé mon père, sans prendre la peine de dire bonjour. C'est très dramatique de nous convoquer ici. Asseyez-vous, s'il vous plaît, ai-je dit en désignant les quelques chaises que j'avais disposées. Je suis resté debout, appuyé contre mon bureau. Le pouvoir de la hauteur, de la position. Merci d'être venu. Je vais aller droit au but. J'ai été contacté par une avocate, Evelyn Reed. Elle examine d'anciens dossiers de succession de son cabinet. La réaction a été immédiate et révélatrice. La sévérité de mon père s'est solidifiée en quelque chose de plus dur. La main de ma mère s'est portée à sa gorge. Léo a regardé le sol, la mâchoire serrée. Elle examinait la succession de grand-père Charles, ai-je poursuivi, ma voix plate, factuelle. Elle a trouvé des divergences, spécifiquement avec les fiducies pour ses petits-enfants.
C'est absurde, a fanfaronné mon père, mais la couleur avait quitté son visage. Tout a été réglé il y a des années, traité correctement. Vraiment, ai-je demandé. J'ai pris une copie imprimée de la clause du testament qu'Evelyne m'avait montrée, ainsi que le relevé comptable. Je ne la leur ai pas remise. Je l'ai juste tenue. Le testament de grand-père stipulait que le produit de la maison devait être partagé à parts égales entre Léo et moi, détenus en fiducie jusqu'à nos 25 ans. 100 000 $ chacun. Le nombre, prononcé à voix haute dans cette pièce, a semblé aspirer l'air. Ma mère a émis un petit son étouffé. Selon la comptabilité finale déposée au tribunal, ai-je poursuivi, la totalité des 200 000 $ a été transférée à une seule fiducie, la fiducie irrévocable Leonard P. Blake. J'ai regardé directement Léo. Ma part, Léo, mes 100 000 $. Ils sont allés dans ta fiducie. Léo a finalement levé les yeux, ses yeux écarquillés d'une panique qui n'était pas de la culpabilité, mais la panique d'être pris. Je ne connaissais pas les détails. Maman et papa ont dit que tout était mis en place pour mon avenir, pour l'école. Ton école de droit où tu n'es jamais allé, ai-je dit doucement. Ton voyage en Europe, la compte de ton loft. C'était aussi mon avenir. Ou ça aurait dû l'être. Attends une minute, a rugi mon père en se levant. Tu n'as pas le droit de nous accuser de quoi que ce soit. Nous avons pris une décision en famille. Léo avait besoin de plus de soutien. Tu as toujours été l'indépendante, la forte. Tu n'avais pas besoin d'un coup de pouce. Les mots, la justification pure et simple, à couper le souffle, sont restés en suspens dans l'air. J'ai vraiment ri, un son court et amer. Un coup de pouce. C'était mon héritage de mon grand-père. Ce n'était pas à vous de le donner. Et indépendante? Vous m'avez rendue indépendante en volant mon filet de sécurité. Vous avez créé la lutte pour laquelle vous me félicitez maintenant. Ma mère a retrouvé sa voix, larmoyante, suppliante. Nora, s'il te plaît. Nous pensions que c'était pour le mieux. Léo, il n'était pas aussi concentré que toi. Nous avions peur qu'il ait du mal. Tu es toujours si capable. Nous savions que tu t'en sortirais. Alors, vous me punissez d'être capable? Ai-je demandé, le calme de ma voix se fissurant pour la première fois. Vous avez récompensé son manque de concentration avec mon argent. Entendez-vous à quel point c'est tordu? Ce n'est pas ton argent, a crié mon père. C'était de l'argent de famille. Nous avons décidé en famille de l'utiliser là où il était le plus nécessaire. Je n'ai pas participé à cette décision. Ma propre voix s'est élevée pour rencontrer la sienne, nette et claire. J'étais une adulte. Vous ne m'avez jamais demandé. Vous ne m'avez jamais dit. Vous l'avez juste pris et le lui avez donné, et vous m'avez laissé passer une décennie à penser que je construisais ma vie à partir de zéro, alors que vous m'aviez en fait poussé dans un trou et pris mon échelle. J'ai montré le prix sur l'étagère. Ça, je l'ai fait depuis un trou. Mais n'osez pas prétendre que ce n'est pas vous qui l'avez creusé. Léo s'est levé, agité. Alors quoi? Tu veux l'argent maintenant? C'est ça? Après tout ce temps? J'ai tourné mon regard vers lui. C'était la question que j'attendais, la question égoïste et réductrice qui révélait toute sa vision du monde. Il ne s'agit pas de l'argent, Léo. Pas vraiment. Il s'agit du choix. Il s'agit du souhait de grand-père. Il s'agit du fait que, toute ma vie, on t'a tout donné, et on s'attendait à ce que je sois reconnaissante pour les miettes. La chaise près des poubelles n'en était que le symbole physique. Ça, j'ai secoué les papiers, c'est la preuve financière. Mon père s'est dégonflé, s'affaissant sur sa chaise. La fanfaronnade avait disparu, remplacée par un défi lassé acculé. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous poursuivre en justice, ta propre famille. L'avocate, mademoiselle Reed, est tenue de signaler la divergence au tribunal des successions, ai-je dit en le regardant tressaillir. Il pourrait y avoir des pénalités pour toi en tant qu'exécuteur testamentaire. Et oui, j'ai parlé à un avocat civil. J'ai le droit de demander une restitution avec intérêt. Le mot « intérêt » a fait halter ma mère. La réalité financière, le désordre juridique potentiel, leur apparaissait. Ce n'était pas un appel émotionnel qu'ils pouvaient rejeter. C'était un problème froid et dur avec des conséquences potentielles. Tu ferais vraiment ça, a chuchoté Léo, me regardant comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant.
Nous emmener au tribunal? Vous m'avez pris quelque chose d'abord, ai-je dit simplement. Pendant des années. Je ne fais que rééquilibrer les comptes. Le silence qui a suivi était épais de choc, d'illusions qui s'effondraient. Ils s'attendaient à des larmes, peut-être à une dispute criarde qu'ils auraient pu qualifier de surréaction de ma part. Ils ne s'attendaient pas à une menace juridique calme et documentée de la part de la fille qu'ils pensaient contrôler. Nous sommes ta famille, a sangloté ma mère. L'arme désespérée ultime de son arsenal. Je l'ai regardé, mon père, mon frère. J'ai ressenti une profonde tristesse finale. Vous l'êtes, ai-je convenu. Et c'est ce qui rend cela si impardonnable. Un étranger n'aurait pas été autorisé à faire ça. Seule la famille pouvait s'en tirer si longtemps. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. L'avocat vous contactera. Je vous suggère de prendre le vôtre. Ne me contactez pas, sauf par leur intermédiaire. Ils sont partis, abasourdis et silencieux, passant devant moi sans croiser mon regard. Alors que leurs pas s'estompaient dans les escaliers, j'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle. Il n'y avait pas de victoire dans tout cela, seulement une nécessité sinistre et épuisante. Le règlement de compte avait eu lieu. La vérité était sortie. Le chemin à suivre était éclairé par la lumière dure et sans compromis des procédures judiciaires et des liens rompus. L'ombre n'avait pas seulement trouvé sa propre lumière. Elle l'avait utilisée pour éclairer tout ce qui avait été caché dans l'obscurité. Les semaines qui ont suivi le règlement de compte ont été une période étrange et suspendue. Le tremblement de terre émotionnel était passé, laissant un paysage de calme silencieux et troublant. Il n'y avait plus de dîner de famille, plus de textos culpabilisants, plus d'invitations performatives. Le silence de mes parents et de Léo était absolu. C'était le silence des avocats qui parlaient, des stratégies qui se formaient à huis clos. Mon avocat, Marc, un homme précis et imperturbable, s'occupait de toute la communication. Il a rapporté que mes parents avaient engagé un avocat et que le tribunal des successions avait en effet rouvert le dossier pour examen sur la base du rapport d'Evelyn Reed. Ma vie, cependant, n'est pas restée immobile. La victoire au festival avait ouvert des portes. Le studio d'animation qui m'avait donné sa carte m'a fait une offre, un contrat de 6 mois pour un court projet expérimental avec la possibilité d'un poste de directrice de création à temps plein. C'était plus d'argent et de stabilité que je n'en avais jamais connu. J'ai accepté. Pour la première fois, mon art n'était pas seulement un travail d'appoint ou une passion secrète. C'était ma carrière légitime et bien rémunérée. J'ai quitté le studio partagé pour un petit bureau ensoleillé à moi. Mon prix du festival était posé sur le rebord de la fenêtre. L'argent du nouvel emploi m'a permis de faire autre chose. J'ai engagé un comptable judiciaire recommandé par Marc. Son travail consistait à retracer autant que possible le flux des $100 000. C'était un pari audacieux après tant d'années, mais nous devions établir la piste papier de la succession de mon grand-père à la fiducie de Léo, puis à son style de vie. Il s'agissait de construire un dossier inattaquable, non seulement de divergences juridiques, mais de pertes tangibles. Pendant ce temps, le monde continuait de tourner à sa manière ironique. J'ai reçu une enveloppe formelle de couleur crème par la poste. C'était l'invitation au mariage de Léo et Chloé. La date était fixée dans 3 mois. Elle m'était adressée uniquement à moi, sans accompagnateur. Je l'ai tenue, sentant le papier épais et coûteux. C'était soit un acte de déni massif, soit un test calculé. J'ai imaginé la main de ma mère l'adressant, espérant peut-être que sa formalité, l'attrait de la famille, l'emporterait sur tout. Je l'ai jetée, non ouverte, dans le bac de recyclage. Ce chapitre était clos. L'offre de règlement est arrivée un jeudi après-midi pluvieux. Marc m'a appelé dans son bureau. L'avocat de mes parents avait présenté une proposition. Il me paierait le principal, $100 000, en une seule fois dans les 30 jours. Il ne paierait pas d'intérêt et exigeait une décharge complète signée absolvant mon père de toute faute d'exécution et m'interdisant toute autre réclamation contre ou Léo. Ils essaient de faire disparaître ça proprement, a dit Marc en joignant ses doigts. Le principal, aucune admission de faute, et je vous garantis que vous disparaissez pour toujours d'un point de vue juridique. L'examen du tribunal les rend nerveux. Ils veulent que ce soit réglé avant qu'un juge ne rende une décision qui pourrait impliquer des pénalités ou un dossier public. $100 000. C'était une somme qui changeait la vie. C'était un acompte pour un condo. C'était la liberté de la dette étudiante. C'était le capital de départ pour mon propre studio.
C'était tout ce qui m'avait été refusé. Et si nous n'acceptons pas? Ai-je demandé. Nous contre-proposons, a dit Marc. Nous exigeons le principal plus les intérêts légaux pour les 10 ans où il a été retenu. Cela nous rapproche de 130 000 $. Et nous exigeons que le paiement soit explicitement documenté comme l'accomplissement du legs de votre grand-père Charles. Nous ne leur donnons pas une décharge générale de toutes les réclamations. Nous la limitons à cette affaire spécifique. Et il a fait une pause. Nous insistons pour que les fonds proviennent de la fiducie irrévocable Léonard P. Blake, pas des comptes personnels de vos parents. Cette dernière condition était un coup de maître. Cela signifiait que Léo devrait rendre l'argent. Ce ne seraient pas mes parents qui le renfloueraient. Ce serait une correction directe. L'argent retournerait à sa destination initiale. Accepteront-ils? Ai-je demandé. Ils pourraient. Traîner cela devant le tribunal des successions est une perspective perdante pour eux. Les preuves sont claires. Un juge est susceptible de vous accorder l'argent plus les intérêts et éventuellement de sanctionner votre père. De cette façon, ils évitent l'embarras public et les frais de justice. Cela affecte les finances de Léo, ce qui est psychologiquement important, mais cela sauve la face publique de la famille. J'y ai réfléchi. L'argent était essentiel, mais le principe l'était aussi. Tout comme la reconnaissance, d'une manière ou d'une autre, de la vérité. Faites-le, ai-je dit. Contre-proposé sur ces termes. Le va-et-vient a duré 2 semaines de plus. Il y a eu des bluffs, des concessions mineures, mais Marc a été un roc. Finalement, leur avocat a accepté la quasi-totalité. 128 000 $ à payer sur la fiducie de Léo, documentée comme la distribution de la succession de Charles Blake, avec une décharge limitée. La seule condition à laquelle ils se sont accrochés était que l'affaire reste confidentielle. Pas de discussion publique. J'ai accepté la confidentialité, non pas pour les protéger, mais pour protéger ma propre paix. Je ne voulais pas que cette histoire définisse ma nouvelle carrière. Je voulais la ressource, pas le drame. Le jour où les fonds ont été virés sur mon compte, je suis restée silencieuse. Je me suis assise dans mon nouveau bureau, regardant la pluie couler sur la vitre. Il n'y avait pas d'euphorie. Le chiffre sur mon relevé de banque ne guérissait pas les blessures de l'enfance ni n'effaçait le souvenir de la chaise pliante. Mais il a fait autre chose. Il a rééquilibré la balance. C'était une correction tangible et indéniable. L'univers, par le long bras de la loi et une avocate retraitée méticuleuse, avait dit « c'était à toi ». Le voici. J'ai utilisé une partie de l'argent pour rembourser le reste de mes prêts étudiants. Le son de la confirmation du paiement final a été une victoire plus douce que n'importe quel prix. J'ai mis de côté une grande partie pour une future maison, et j'ai alloué une somme pour créer une petite bourse annuelle au nom de mon grand-père pour les étudiants en art issus de milieux non traditionnels. C'était une façon d'honorer son intention de subvenir à l'avenir d'un petit enfant en l'étendant. Je construisais une vie sur une fondation qui était enfin légalement la mienne. L'ombre n'avait pas seulement trouvé sa lumière. Elle avait utilisé cette lumière pour vérifier les comptes, percevoir ce qui lui était dû et investir dans un avenir plus radieux. L'équilibre avait été rétabli, non pas par le pardon, mais par la responsabilité. Et dans cet équilibre, j'ai trouvé une force que personne ne pourrait jamais m'enlever. Un an jour pour jour après avoir quitté la fête de fiançailles de Léo, je me tenais dans mon propre salon. Non pas l'appartement d'avant, mais un condo lumineux et aéré avec de larges fenêtres donnant sur un parc. J'avais utilisé le règlement comme à compte. Les murs étaient ornés de mes propres œuvres d'art et de pièces d'artistes locaux que j'admirais. Sur une étagère dédiée se trouvait le prix du festival et à côté, une petite photo encadrée de mon grand-père Charles, un homme calme aux yeux gentils qui aimait sculpter de petits oiseaux. Il était mon partenaire silencieux dans cet espace. Ma vie était maintenant construite sur des vérités que je possédais. La vérité de mon talent, prouvée par le prix et mon nouvel emploi d'animatrice principale. La vérité de mon héritage, légalement restitué et maintenant investi dans ce toit au-dessus de ma tête. Et la vérité la plus profonde que ma valeur n'était pas, et n'avait jamais été, déterminée par l'estimation de ma famille. J'avais entendu des bribes sur le mariage de Léo par des parents éloignés qui me contactaient de temps en temps, curieux de la rupture. Ça avait été une affaire somptueuse à tous points de vue. Mon absence était le scandale silencieux dont personne ne parlait à voix haute. Selon tante Suzanne, mes parents avaient l'air tendus sur les photos. Léo avait eu sa journée parfaite, mais les fondations sur lesquelles elle reposait avaient déjà commencé à se fissurer.
La famille de Chloé, avais-je entendu dire, avait insisté sur un contrat de mariage rigoureux. L'ironie ne m'avait pas échappé. Je n'y ai pas assisté. J'ai passé ce week-end avec des amis, à faire de la randonnée en montagne, à respirer un air qui n'avait pas d'histoire. Je n'ai ressenti qu'une pitié lointaine pour la performance qu'ils continuaient tous à donner, piégés dans des rôles écrits pour eux des décennies auparavant. Le changement le plus profond n'était pas externe. C'était le calme en moi. L'anxiété constante de bas grade de ne pas être assez, d'être un inconvénient, avait disparu. Elle avait été remplacée par un bourdonnement régulier de buts. Je travaillais sur des projets que j'aimais. Je parrainais de jeunes designers. Je sortais avec des gens intéressants qui m'aimaient pour mon sens de l'humour et ma passion, pas pour ma position dans un drame familial. Un après-midi, j'étais dans un café en train de dessiner des storyboards pour un nouveau projet personnel. Une main a tapoté mon épaule. J'ai levé les yeux pour voir ma mère. Elle avait l'air plus âgée, plus mince. Le vernis parfait était écaillé. Elle se tenait là, tenant son sac à main comme un bouclier. « Nora, je pensais que c'était toi. » Mon cœur n'a ni bondi ni sombré. Il a juste continué de battre, régulièrement. « Bonjour, maman. Puis-je m'asseoir ?» J'ai montré la chaise en face. Elle s'est assise, ne commandant rien. Ses yeux m'observaient, ma posture confiante, la tablette coûteuse, l'absence évidente de détresse. « Tu as l'air bien », a-t-elle dit, sa voix fragile. Je le suis. Un long silence s'est étiré entre nous, rempli du sifflement de la machine à expresso et du murmure des vies des autres. « La bourse », a-t-elle finalement dit. « Celle au nom de ton grand-père au collège d'art. Nous l'avons vue dans le bulletin des anciens. » Oui. C'était une gentille chose à faire. Ça semblait juste, ai-je dit. C'était son argent. Il devrait soutenir ce qu'il aimait, la famille et l'étincelle de la créativité. Elle a fait tourner son alliance autour de son doigt. Une habitude nerveuse que je me souvenais de l'enfance. Léo et Chloé. Ils attendent un petit garçon. J'ai entendu, ai-je dit. Tante Suzanne encore. Félicitations. Tu seras grand-mère. Le titre a semblé la peiner. Elle m'a regardé et pour la première fois, je n'ai pas vu une mère regardant une fille difficile, mais une femme regardant une autre femme qu'elle ne comprenait pas. Nora, je ne pense pas que nous t'ayons jamais connue. Pas vraiment. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse que j'obtiendrai jamais. Non pas, je suis désolé que nous t'ayons volé, ou, je suis désolé que nous t'ayons humilié, mais l'aveu d'un échec plus fondamental. Il n'avait jamais vu la personne en face d'eux. Vous n'avez pas essayé, ai-je dit, non pas avec colère, mais avec un simple fait. Elle a tressailli, puis a hoché la tête. Non, nous n'avons pas essayé. Elle s'est levée, sa visite étant clairement terminée. Ton père, il ne le dira pas, mais il est fier de toi. Le travail, le condo, il en parle aux gens. J'ai presque souri. Bien sûr, maintenant que mon succès était indéniable, maintenant qu'il était public et financièrement lisible, il pouvait s'attribuer une fierté réfléchie. C'était la dernière pièce du puzzle. Dis-lui merci, ai-je dit, parce que c'était plus facile que de disséquer le vide de sa fierté. Elle est partie avec un au revoir chuchoté. Je l'ai regardée partir, une silhouette mince et solitaire disparaissant dans la foule. J'ai ressenti une pointe de douleur, mais c'était pour la mère que j'avais souhaité, pas pour celle qui venait de partir. Ce chapitre, ai-je réalisé en me retournant vers mes croquis, était vraiment, enfin, clos. Mon histoire ne parle pas d'une vengeance spectaculaire qui a détruit ma famille. Il s'agit d'une réappropriation silencieuse qui m'a sauvé. Ils m'ont envoyé m'asseoir près des poubelles, pensant que cela définirait ma place. Au lieu de cela, cela m'a montré le coup de rester. Partir n'était pas un acte de colère. C'était le premier pas vers la construction de ma propre table, dans une maison que je possédais. Sous une lumière que j'ai générée moi-même. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà été placé sur la chaise métaphorique ou littérale près des poubelles, sachez ceci. Votre silence peut être un pouvoir. Votre départ peut être une force. Votre concentration sur la construction de votre propre chose, que ce soit de l'art, une entreprise, une vie paisible, est la réponse ultime. Vous n'avez pas à brûler leur maison. Vous devez juste arrêter d'attendre une invitation à y entrer. Construisez la vôtre. Remplissez-la de votre propre lumière. La vue est tellement meilleure de là.
Merci d'avoir regardé mon histoire. Si elle a résonné en vous, si vous avez déjà dû vous choisir quand personne d'autre ne le ferait, laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre force. Et si vous voulez voir plus d'histoires sur la recherche de pouvoir dans la résilience silencieuse, abonnez-vous. Rappelez-vous, la lumière la plus puissante que vous posséderez jamais est celle que vous construisez pour vous-même.